noyau de l'atome est constitué de neutrons, qui ne portent pas de charge électrique, et de protons, qui portent une charge positive. Par ailleurs, le noyau est animé d'un mouvement de rotation sur lui-même. Il peut donc être assimilé à une sphère chargée positivement et tournant autour de son axe. Le mouvement circulaire de ces charges induit alors un champ magnétique, que nous appellerons le moment magnétique nucléaire, et que nous noterons avec la lettre mu. Le noyau d'un atome peut donc être assimilé à un minuscule barreau aimanté. En absence d'un champ magnétique extérieur, l'ensemble des moments magnétiques d'un échantillon est orienté de manière totalement statistique. De plus, les molécules auxquelles appartiennent les noyaux sont soumises à l'agitation thermique. Cela signifie que l'orientation d'un moment magnétique va également varier de manière aléatoire au cours du temps. À un instant t, pour tout moment magnétique, on peut donc toujours trouver un autre moment ayant même orientation et sens opposé. La résultante globale pour l'ensemble de l'échantillon est donc nulle. En revanche, en présence d'un champ magnétique externe, que nous appellerons B0, les moments magnétiques vont s'orienter. Comme il s'agit de particules, cette orientation se fera en respectant les lois de la mécanique quantique. Pour un proton, le noyau de l'atome d'hydrogène, le moment magnétique ne peut prendre que deux orientations. L'une correspond à μz égale mu sur 2, que nous appellerons l'état alpha, ou état parallèle, et l'autre correspond à μz égale moins mu sur 2, que nous appellerons l'état bêta, ou état antiparallèle. Le champ magnétique conditionne uniquement la composante μz et n'a aucune influence sur les composantes perpendiculaires à B0. Tous les moments magnétiques représentés en vert sont donc dans l'état alpha, et tous ceux qui sont en jaune sont donc dans l'état bêta. Les moments magnétiques interagissent avec le champ magnétique B0, un peu comme le fait une aiguille de boussole avec le champ magnétique terrestre. L'énergie de cette interaction dépend de l'état dans lequel se trouve le noyau. Lorsqu'il est dans l'état alpha, l'interaction avec B0 est stabilisatrice et correspond donc à un abaissement du niveau d'énergie par rapport à l'énergie E0 en absence de champ magnétique. Au contraire, lorsque le noyau est dans l'état bêta, l'interaction avec B0 est déstabilisatrice et correspond donc à un rehaussement du niveau d'énergie. En présence d'un champ magnétique externe, les noyaux sont donc soumis à deux effets antagonistes. D'une part, l'interaction avec B0 tend à les placer dans l'état le plus stable, l'état alpha. D'autre part, l'agitation thermique leur fournit l'énergie pour passer dans l'état excité, bêta. Elle tend donc à égaliser les populations des deux niveaux. L'équilibre qui en résulte conduit à un niveau alpha légèrement plus peuplé que le niveau bêta. Afin de mieux visualiser la conséquence au niveau global de l'échantillon, tous les moments magnétiques sont maintenant représentés avec la même origine. Le nombre de noyaux parallèles étant légèrement supérieur à celui des noyaux antiparallèles, la somme vectorielle de tous les moments magnétiques nucléaires est alors non nulle et dirigée dans la direction du champ B0. Cette somme est appelée l'aimantation nucléaire et notée M. C'est cette aimantation qui est mesurée en RMN, car elle est directement proportionnelle au nombre de noyaux présents dans l'échantillon. Par ailleurs, lorsqu'un moment magnétique est plongé dans un champ magnétique intense tel que B0, on peut montrer qu'il est animé d'un mouvement de précession autour de B0, analogue au mouvement de l'axe d'une toupie autour de la verticale. La vitesse à laquelle ce mouvement de précession s'effectue est donnée par la relation de Larmor, ω0 égale gamma B0. Dans cette expression, gamma est le rapport gyromagnétique, constante caractéristique du noyau considéré, et ω0 est exprimé en radians par seconde. Ce mouvement de précession se fait autour du champ magnétique B0, il ne change donc rien à l'orientation ou au module de l'aimantation M. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'aimantation est proportionnelle au nombre de noyaux, et c'est elle qui est mesurée en RMN. Toutefois, M n'est pas observable lorsqu'elle est parallèle à B0. Il faut donc la basculer de 90 degrés. Pour faire tourner M,
il suffit d'appliquer transitoirement un autre champ magnétique, que nous appellerons B1. B1 est dirigé à 90 degrés de B0. Les moments magnétiques sont alors animés d'un mouvement de précession autour de B1. Dès qu'une rotation de 90 degrés est obtenue, le champ B1 est coupé. Lorsque B1 disparaît, les moments magnétiques reprennent une polarisation et une précession uniquement gouvernées par B0. L'aimantation M étant la somme de tous les moments magnétiques nucléaires, elle est alors orientée à 90 degrés de B0 et peut donc être mesurée. Toutefois, le champ magnétique B0 est présent en permanence au cours d'une expérience de RMN. Pendant l'application de B1, l'aimantation est donc animée d'un mouvement qui est la composition de la précession autour de B0 à la vitesse ω0 égale gamma B0 et de la précession autour de B1 à la vitesse ω1 égale gamma B1. Ce mouvement est en fait une précession autour du champ B égale B0 plus B1. Par ailleurs, B1 doit pouvoir être activé et supprimé rapidement afin que l'aimantation ne bascule que de 90 degrés. De ce fait, B1 est beaucoup moins intense que B0, qui est un champ statique. En pratique, B1 est environ 1000 fois moins intense que B0. Si B1 est fixe pendant la durée de son application, le mouvement de M autour de B ne permet pas d'amener M à 90 degrés de B0. Ici, le référentiel utilisé est constitué de trois axes, X, Y et Z, orthogonaux et fixes par rapport au laboratoire. Et par convention, l'axe Z est parallèle à B0. Ce référentiel est appelé le référentiel du laboratoire. Pour que son action éloigne effectivement l'aimantation de B0, il faut que B1 tourne lui-même autour de B0 à la vitesse ω0, c'est-à-dire à la même vitesse que l'aimantation. La trajectoire de l'aimantation durant l'application d'un champ B1 tournant est alors la suivante. À tout instant, B1 est placé de telle manière que la précession autour de ce champ bascule M. Cette trajectoire est plus facile à visualiser dans le référentiel tournant. Ce dernier est constitué de trois axes, X', Y' et Z' orthogonaux. Z' est confondu avec Z, il est donc parallèle à B0. Mais X' et Y' tournent autour de Z' à la même vitesse angulaire que le champ B1. Celui-ci est donc immobile dans le référentiel tournant. Si nous nous plaçons maintenant dans le référentiel tournant, le mouvement de l'aimantation se réduit alors à une bascule vers l'axe Y'. L'axe Z, ou Z', est appelé axe longitudinal, et le plan XY, ou X', Y', est appelé plan transversal. En pratique, le champ B1 est la composante magnétique d'une onde électromagnétique, qui doit donc avoir la fréquence nu0 égale ω0 sur 2π, et donc égale gamma B0 sur 2π. Compte tenu des valeurs de B0 utilisées en RMN, qui sont de l'ordre de la dizaine de Tesla, la fréquence nu0 se situe dans la gamme des ondes radio, quelques centaines de MHz. Après avoir été basculée dans le plan transversal, l'aimantation va progressivement retourner à sa position d'équilibre, parallèle à B0. C'est la relaxation. À un instant quelconque d'une expérience de RMN, l'aimantation a une composante perpendiculaire à B0, dite aimantation transversale, et notée MXY, et une composante parallèle à B0, dite aimantation longitudinale, et notée MZ. Ces deux composantes sont affectées différemment par le phénomène de relaxation. Le retour de l'aimantation longitudinale MZ vers sa valeur d'équilibre M0 se passe en règle générale selon un processus exponentiel. Le temps caractéristique de la croissance de l'aimantation longitudinale est appelé temps de relaxation longitudinale et noté T1. Dans les liquides, les T1 des protons sont typiquement de l'ordre de quelques centaines de millisecondes à quelques secondes. De la même manière, l'aimantation transversale décroît le plus souvent de façon mono-exponentielle.
Le temps caractéristique de la croissance de l'aimantation transversale est appelé temps de relaxation transversale et noté T2. T2 est toujours inférieur à T1. La valeur du T2 est extrêmement variable. Dans les solides, il peut être plus court que la milliseconde, alors que dans les liquides, il est proche du T1 et donc de l'ordre de quelques centaines de millisecondes à quelques secondes. Compte tenu des principes énoncés précédemment, l'expérience de RMN de base peut être décomposée comme suit. D'une part, une période d'excitation constituée par une impulsion radiofréquence dont l'amplitude et la durée sont calibrées de manière à produire une bascule de l'aimantation dans le temps transversal. D'autre part, une période de détection du signal. Après avoir été basculée à 90 degrés de B0, l'aimantation tourne autour de celui-ci à la vitesse ω0, car B0 est toujours présent, et son amplitude décroît progressivement du fait de la relaxation transversale. Considérons maintenant la composante suivant l'axe X de l'aimantation transversale. Cette composante varie sinusoïdalement en raison de la rotation de M et son amplitude diminue exponentiellement en raison de la relaxation. Afin de mesurer la valeur de M, il suffit alors de placer perpendiculairement à l'axe X une bobine conductrice. Les principes de base de l'électromagnétisme permettent de montrer que la tension V aux bornes de la bobine est alors proportionnelle à la variation du flux de M à travers cette même bobine. Ce flux est proportionnel à la projection de M sur X. Il va donc varier en suivant la même loi, une sinusoïde amortie, et sa variation évoluera alors comme la dérivée d'un sinus, c'est-à-dire en cosinus. La rotation de M fait donc naître dans la bobine un signal électrique de fréquence nu0, et dont l'amplitude initiale est directement proportionnelle à l'aimantation, et donc au nombre de noyaux. On appelle ce signal le signal de précession libre, ou FID, pour Free Induction Decay. En pratique, le signal RMN est constitué d'un grand nombre de fréquences différentes, toutes détectées simultanément. Il est indispensable de séparer ces fréquences afin de déterminer leurs intensités respectives. C'est ce que réalise la transformation de Fourier. Cette opération mathématique permet de transformer le FID en spectre, où chaque fréquence est représentée par un pic. Compte tenu des propriétés de la transformation de Fourier, la surface sous un pic est proportionnelle à l'amplitude du signal détecté à t égale 0 pour la fréquence considérée. Cette surface est donc proportionnelle au nombre de noyaux ayant généré ce signal.